J'ai commencé la photographie en 42. Ça fait un peu... Je dis toujours aux gens, votre mère n'était pas née. J'ai pas dû réfléchir très longtemps. J'ai dit, dans le fond, puisque j'aime faire des photos, pourquoi je ne serais pas photographe? Ça s'est fait comme ça. De tout temps, il fallait en vivre de la photographie. Moi, c'est pas une chose artistique, que c'est un artisanat. J'étais un artisan de la photographie. Et j'ai toujours fait de tout. C'est très bien la photographie, faites-en beaucoup et faites aussi un autre métier à côté parce que vous allez vivre jusqu'à au moins 80 ans, vous allez devoir payer des taxes, des loyers, vous allez avoir une ribambelle d'enfants qu'il faudra nourrir et tout. La photographie c'est très bien, mais est-ce que vous allez en vivre? Oh, il a, j'imagine, une place de récompense suprême, certainement, hein, parce que c'est aussi la cérémonie la plus ancienne, le prix le plus ancien, parce que c'est les États-Unis, il y a un côté pays du cinéma. Après, nous, on ne se pose pas tellement la question, on avance étape par étape. De toute manière, c'est vrai que tout ce qui se passe sur le film depuis sa présentation à Cannes, c'est assez merveilleux. Donc voilà, pour l'instant, ça se poursuit. Et voilà. C'est vrai que l'Oscar, en tout cas dans l'industrie américaine, c'est quelque chose qui a une vraie importance et qui est très significatrice, qui peut changer énormément de choses dans une carrière, alors qu'un César, pour le coup, c'est quelque chose qui est plus anodin. Ici, pour eux, oui, c'est considéré comme quelque chose d'extrêmement important. Moi, je mesure peut-être pas forcément à quel point, mais oui, ce serait fabuleux. Après, voilà, je pense que c'est pas, pour moi, ça me paraît encore loin en fait. Bertrand m'a proposé le rôle très en amont du tournage. On s'est rencontrés plusieurs fois et on a décidé de faire le film ensemble quasiment un an avant le début du tournage. Donc ça m'a permis vraiment de vivre avec ce personnage, de vraiment prendre le temps de l'appréhender. Et je pense que c'était nécessaire. Et c'est vrai que Bertrand, très tôt, m'a mis dans cette direction qui était celle de éviter les clichés classiques du biopic et surtout il m'a annoncé clairement que s'il me choisissait, c'est qu'il avait aussi envie de retrouver une part de moi dans ce personnage. Ce qui m'a aidé le plus, c'était vraiment les supports visuels. J'ai fait beaucoup de recherches, vidéos, photos. J'ai posé des questions à des gens qui la connaissaient pour savoir quel tempérament elle était. J'ai vraiment essayé de trouver plus une essence intérieure, quelque chose qui vienne de l'intérieur, qui dégage de l'extérieur plutôt qu'une personnalité, un visage, une expression. Je m'en fichais un peu je voulais trouver ce qu'elle ressentait en fait. Je cherchais plutôt l'intérieur. Toutes les scènes du film sont inspirées d'éléments réels et puis ensuite je pense que le travail de Bertrand aussi bien que le mien c'est justement essayer de s'en éloigner et de prendre une vraie liberté par rapport à ça pour les incarner différemment et les emmener ailleurs. C'est là où ça devient intéressant. Un château de sable de 12 mètres de haut, sculpté par l'artiste américain Rusty Croft au centre de Niterrói, la ville située de l'autre côté de la baie de Rio, veut entrer dans le Guinness des records. Celui qui veut détenir le titre de plus grand château de sable du monde a été inauguré mardi dans le complexe touristique Chemin Niemeyer qui compte plusieurs bâtiments du célèbre architecte et constructeur de Brasilia Oscar Niemeyer, mort en 2012 à l'âge de 104 ans. Même s'il pleut, il restera entier car il a été conçu pour résister aux intempéries. Mais sa durée de vie sera courte car, après avoir reçu une équipe du livre Guinness des records ce mercredi, l'œuvre de Rusty Croft sera démolie. L'initiative est partie de deux entreprises américaines qui voulaient populariser leur marque sur le marché brésilien. Selon Marcos Gomes, président du chemin Niemeyer, la ville de Niterrói a été choisie pour la beauté du site et de la vue. L'action doit donner de la visibilité à la ville et aux œuvres d'Oscar Niemeyer. La ville Niterrói accueille le plus grand nombre d'œuvres de l'architecte, après Brasilia, des constructions qui se distinguent par un jeu savant de lignes courbes, un hommage au corps de la femme brésilienne selon ses propres termes. En plus de 70 ans de carrière, Oscar Niemeyer a réalisé quelques 600 œuvres architecturales dans le monde.
Les frères Dardenne, 2 fois lauréats de la Palme d'Or à Cannes pour les films Rosetta et L'Enfant, représentent la Belgique aux Oscars du meilleur film étranger pour 2 jours, 1 nuit avec Marion Cotillard. Le film 2 jours, 1 nuit représente la Belgique dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger aux côtés de 82 autres pays. Cette chronique sociale avec une Marion Cotillard bouleversante en ouvrière de la banlieue de Liège, dont l'emploi dépend de ses collègues, avait fait sensation au dernier festival de Cannes. Lors d'une projection spéciale au festival de l'American Film Institute du 6 au 13 novembre à Los Angeles, Luc et Jean-Pierre Dardenne ont expliqué comment ils obtiennent à l'écran l'impression du réalisme brut et cru, presque documentaire, qui caractérise leur cinéma. Le cinéma est né dans deux continents, en Europe avec les Frères Lumière et en Amérique avec Edison. Et bon, l'Oscar, c'est les États-Unis. C'est toute une grande histoire du cinéma et c'est être reconnu ici pour son travail, ça veut dire être reconnu par, je dirais, une hémisphère du cinéma. Donc c'est formidable. Le fait effectivement de dire 2 jours et 1 nuit, le fait de comprimer le temps, ça met une tension. Enfin, c'est pour ça qu'on a choisi aussi ce temps-là, c'est parce qu'il y a une tension là, le temps est court pour faire changer la vie. 16 personnes. En choisissant Marion Cotillard pour interpréter le personnage central de 2 jours, 1 nuit, l'ouvrière Sandra, c'était la première fois que les frères Dardenne travaillaient avec une star, a déclaré Jean-Pierre Dardenne. Il a rendu hommage au fait que la star ait su s'effacer derrière Sandra et ajoute que les grands comédiens savent disparaître. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est aussi le vote quand même, mais c'est aussi comment cette femme bouge, comment Sandra bouge à travers tout ce trajet réel qu'elle fait, soutenu par son mari, parce qu'il y a aussi une histoire de solidarité, une histoire d'amour qui est une histoire de solidarité qui parcourt tout le film. Comment cette femme qui au début du film est couchée, comment elle va finir à la fin du film, comment elle va changer, comment est-ce que toutes ces rencontres vont la changer. Sans son mari, je pense qu'elle n'y va pas. Elle ne va pas frapper à la porte des autres pour dire « bon, mets-toi à ma place, je vais perdre mon travail, pourquoi est-ce que tu as choisi le bonus ? Pourquoi est-ce que tu as choisi la prime ?» Bon, je crois que seule, elle n'y serait pas allée. Marion Cotillard, oscarisée en 2008 pour son interprétation d'Edith Piaf dans La Môme, a affirmé que sa collaboration avec les réalisateurs belges avait été l'une des meilleures de sa carrière, si ce n'est la meilleure. Elle a loué leur travail minutieux pour parvenir au résultat qui semble si naturaliste à l'écran, une longue période de répétition et un perfectionnisme très poussé. Invitée à comparer la façon de tourner les films en Europe et aux États-Unis, elle a remarqué que les comédiens sont peut-être un peu plus libres en Europe. Les 2 réalisateurs et la comédienne vont participer samedi soir au prestigieux bal des Governors Awards, auquel participe le Gotha d'Hollywood, l'occasion de donner de la visibilité à leurs films alors que la saison des prix approche à grands pas. Il ne faut prendre pas ça de manière un peu obsessionnelle, mais c'est comme une belle reconnaissance du travail. Et quand je dis du travail, un film, c'est aussi le travail d'une équipe, la reconnaissance aussi du travail de tous les comédiens, de Marion, et notre travail. Donc ce serait vraiment bien, ouais. La route est encore longue pour les aspirants à l'Oscar du film étranger. Une shortlist d'une dizaine de films sera annoncée aux alentours du mois de décembre, avant l'annonce des nominés dans toutes les catégories le 15 janvier et la remise des Oscars le 22 février prochain. À 92 ans, son coup de crayon est toujours assuré. Pierre Cardin, créateur, star, chouchou des rédactrices de mode dès les années 50 et le plus ancien designer français encore en exercice. Un musée était consacré à son œuvre à Saint-Ouen. Aujourd'hui, c'est en plein cœur de Paris qu'il a décidé de le déménager pour y exposer tout azimut, vêtements, meubles, accessoires et bijoux. Voilà le résultat. Il y a plus de 7000 modèles, donc je n'ai jamais soldé, parce que je trouvais que c'était des pièces uniques, il ne fallait pas les solder, je les gardais en dépôt, et on va encore doubler le musée ici. On retrouve ici tout ce qui a fait le succès de la maison. Des créations ludiques, colorées, aux formes résolument excentriques, comme cette commode laquée en forme de châtaigne. Mais Cardin, c'est aussi un goût immodéré pour le futur et pour l'expérimentation.
Il peut rentrer dans un magasin, prendre un morceau de plastique et faire une bande. Il y a ici des blousons avec des moules à gâteau. Voilà, c'est tout simplement ça, c'est que tout l'intéresse. Pas simplement les matières qui sont faites pour la mode, mais toutes les matières. J'ai déjà les robes libres. S'il a contribué aux plus grandes heures de la mode française, Pierre Cardin admet aujourd'hui volontiers qu'il ne joue pas dans le même registre que les designers contemporains. Ce qu'il souhaite, c'est que sa vision de la mode lui survive. Il faut bien qu'il y ait une fin. Et je donne mon travail à ceux qui veulent s'en inspirer. C'est un héritage, en somme, au monde d'un couturier. Et d'héritier, justement, Pierre Cardin n'en a pas. Créateur inclassable, mais aussi homme d'affaires implacable, il cherche aujourd'hui à vendre son empire. Le prix est non négociable, 1 milliard d'euros. Dans les rues dévastées d'Alep, Abdo déambule à l'inconnu. Elle raconte au téléphone ses rêves d'enfant, brisés par 4 ans de guerre. Je rêve d'un pays libre, sûr et digne. Je rêve que les enfants reviennent, que tous les réfugiés rentrent au pays. Mon cœur est serré à leur vue. Je rêve qu'on supprime le mot réfugié de notre dictionnaire. Racha, cette petite alépine de 9 ans, est l'héroïne d'une série tournée dans les ruines de l'ancienne capitale économique de la Syrie. Pendant les 30 épisodes diffusés cet été sur Internet, elle imite une femme adulte qui survit dans la tourmente du conflit. Je ne partirai pas, et tant que j'ai encore du souffle, je ne bougerai pas d'ici, jusqu'à ce que Dieu décide que c'est l'heure de mourir ou de vaincre les oppresseurs. Pour le producteur de la web-série, aujourd'hui à Istanbul, faire jouer des enfants est un moyen de mieux faire comprendre aux spectateurs les conditions de vie à Alep et les répercussions du conflit. C'est simplement une enfant qui vit dans ces conditions, dans cette situation, et elle a grandi plus vite que son âge. Elle s'est transformée en femme avec des enfants, un mari, des problèmes quotidiens. Dans cet extrait, Abdo raconte qu'il faut faire attention à l'eau et que laver ses vêtements est précieux. Pour produire la série, tournée dans les quartiers rebelles d'Alep, il a fallu filmer dans une ville bombardée quotidiennement par le régime syrien et en proie à des combats meurtriers. Ce n'est pas seulement difficile pour filmer ou faire ce genre de travail. Les difficultés sont dans la vie quotidienne. Nous sommes privés de tout. D'eau, d'électricité, de moyens de communication, de transport. Entrecoupée d'images de la prospérité d'Alep avant la guerre, la série exprime surtout la nostalgie de ses habitants pris au piège.